Salut à tous, bienvenue sur Zouk TV, fidèle à votre émission Quoi de neuf. Et aujourd'hui, nous allons parler des insertions professionnelles avec deux spécialistes du genre. J'ai à ma droite le docteur Anoma, vous êtes médecin, inspecteur du travail, bonjour. Bonjour. Alors, un inspecteur du travail, comment dire, vous distribuez des satisfecits, etc. Vous regardez dans un petit peu qu'est-ce que vous faites, le contenu du travail. Oui, bien sûr. Alors, médecin inspecteur du travail, c'est un métier un peu différent d'inspecteur du travail, mais ce sont des collègues. Donc, on travaille au pôle travail de la DETS, la Direction de l'ergonomie, l'emploi, travail et solidarité de Martinique. Le rôle du médecin inspecteur du travail, c'est préserver la santé des travailleurs. Ça, c'est la mission générale. Et cette mission-là, elle va passer par un travail en étroite collaboration avec les services de médecine du travail du territoire. Ces services-là sont agréés par la DETS, qui est leur autorité administrative, et le médecin inspecteur du travail va, si vous voulez, faire l'interface avec les services de santé au travail, et cette autorité-là, pour s'assurer qu'ils remplissent leur mission et que les choses qui doivent être mises en place pour la prévention des risques soient mises en place correctement et que le suivi médical des travailleurs soit réalisé comme il est attendu. Voilà. Merci, docteur. Et à ma gauche, j'ai Julien Jacques Huillier, ingénieur, conseil régional. Oui, bonjour. Bonjour aux auditeurs de Zouk TV. Alors, je suis ingénieur conseil régional à la CGSS Martinique. Et en fait, la mission au sein d'un département qui s'occupe essentiellement de la prévention du risque professionnel, de la santé au travail, mais aussi de la santé publique. Alors, sur la santé au travail, nous assurons tout le dispositif du risque professionnel. Dans ce cadre-là, nous avons un service prévention, puisque c'est nous qui reversons les indemnités journalières aux victimes d'accidents et de maladies professionnelles. Et nous avons un service prévention qui œuvre sur l'ensemble du territoire pour permettre aux entreprises de mettre en place des mesures de prévention adaptées. Et puis, on a un deuxième volet qui est toute la partie prévention santé publique, là, qui touche tout le public de la Martinique sur les grandes thématiques telles que le cancer, les problématiques d'addiction, les problématiques générales, l'endométriose, etc., qui est un sujet qui touche toute la population martiniquaise. Alors, la thématique globale pour laquelle vous êtes intervenu, l'évolution majeure dans le monde du travail, état de santé, etc. Il faut tenir compte également du vieillissement. Vous savez que la Martinique, nous sommes super bien classés dans le hit parade des populations vieillissantes. Alors d'abord, vos impressions, docteur Anoma. Oui, alors juste peut-être replacer le cadre, c'est vrai, les missions des services de santé au travail, il y en a 3. Il y a le suivi médical des salariés, il y a la prévention des risques professionnels, et puis il y a la 3e mission, c'est ce qui nous amène aujourd'hui, c'est la prévention de la désinsertion professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la désinsertion professionnelle? Ce risque-là, c'est le risque tout simplement de perdre son emploi à cause d'une vulnérabilité, à cause d'un état de santé qui va rendre incompatible en fait le maintien en emploi de la personne concernée. Donc le but, c'est d'éviter de se retrouver dans cette situation-là. C'est une des 3 missions majeures des services de santé au travail qui vont piloter cette action en lien avec différents acteurs qui sont spécialistes de cette problématique-là. Alors je reste avec vous justement, docteur. Alors il y a l'évolution majeure du monde du travail, le vieillissement. On part à la retraite, on a un certain âge, mais il y a des pathologies aussi qui peuvent intervenir avant ça, quoi. Oui, bien sûr. Ces pathologies-là, elles peuvent être soit liées au travail, suite à un accident du travail, une maladie professionnelle, mais sinon ne rien avoir, ne pas être en lien avec le travail, donc une maladie qu'on peut avoir au décours de sa vie, soit jeune, soit avec le vieillissement. Et vous l'avez dit, oui. Le vieillissement de la population, donc les carrières se rallongent, et ce qui se passe aussi, c'est que les maladies chroniques sont plus nombreuses. Donc on se retrouve face à une population quelque part plus malade, qui va donc présenter un risque de désinsertion plus important. Donc il faut encore plus être vigilant par rapport à ça. Oui, mais justement, des fois, je reçois des gériatres, etc. On voit, et puis, il y a la moyenne d'âge qui descend. Concernant les maladies des neurones, par exemple, je ne vais pas dire la maladie d'Alzheimer, mais il y a des fois, ça sera, dès l'âge de 50-60 ans, des fois, il y a des gens qui sont déjà... Est-ce que vous tenez compte de ces paramètres? Oui, alors la réglementation, elle évolue. Si vous voulez, la médecine du travail, la santé au travail, c'est une spécialité qui est cadrée par le Code du travail. Donc le médecin du travail et ses collaborateurs vont travailler dans un cadre réglementaire qui va leur dire comment ils doivent travailler. Donc ils ont un certain nombre de visites obligatoires à réaliser et des visites facultatives. Il y a des nouvelles visites qui ont été créées qui prennent en compte justement ce facteur vieillissement. Par exemple, la visite de mi-carrière, c'est une visite qui va être réalisée à 45 ans,
pour faire un point maintenant sur la carrière de la personne, son état de santé. Est-ce qu'on voit déjà se profiler des difficultés par rapport à son emploi? Ça, c'est un élément nouveau qui vient de se rajouter. Et puis, il y a aussi maintenant la visite de fin de carrière. On va faire un état des lieux de l'ensemble de la carrière de la personne pour voir, par exemple, si est justifié ce qu'on appelle un suivi médical post-professionnel. Ça veut dire que même quand vous quittez l'emploi et que vous êtes à la retraite, aujourd'hui, vous avez le droit d'avoir une prise en charge financière, justement, par la sécurité sociale, d'un suivi alors que vous êtes à la retraite. Voilà. Donc on va vous voir, par exemple... Vous touchez votre retraite et vous avez également... Et vous avez droit à une prise en charge pour un suivi médical par le médecin que vous allez choisir. Et vous allez être vu, par exemple, tous les 2 ans parce que, je vais citer un exemple, vous avez été exposé à l'amiante pendant votre carrière. Oui, le travailleur agricole, par exemple. Ou par exemple à des cancérigènes professionnels tels que des pesticides. Et donc le médecin qui va vous suivre va... le but là, ça va être de faire du dépistage, si vous voulez. Voilà, on va revenir vers... Julien Jacques, ingénieur conseiller. Alors, en fonction de tout ce qu'il vient de dire, vous, à quel moment vous placez vos cartes? C'est vrai que nous, d'abord, on a une analyse avec le temps de l'évolution du monde du travail d'une façon générale. Il faut savoir qu'on est parti d'un travail qui, à l'époque, très longtemps, c'était dans une forme de... Parce que quand on parle de désinsertion professionnelle, désinsérer le monde du travail, c'est que la personne, il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Évidemment. Voilà. Donc à l'époque, le travail, c'était un travail gratuit. On était dans la gratuité il y a très longtemps. Après, on est passé à une autre époque où le travail était vraiment quelque chose d'important. Et de ce fait que ce travail avait une notion importante, il y avait une forme de stabilité dans le travail. Les gens étaient très attachés à leur activité professionnelle. Jusqu'à un moment où ce travail a encore évolué, où depuis le Covid, on est dans une forme de travail qui a beaucoup changé avec des nouvelles formes d'organisation. On parle de télétravail. Il y a de nouvelles technologies aussi. De nouvelles technologies qui ont intégré le monde du travail. On parle aussi de travail ensemble, donc de coworking. Donc les organisations de travail ont beaucoup changé. Et puis les individus aussi n'ont pas la même approche du travail, c'est-à-dire que cette forme de stabilité qui existait à l'époque n'existe quasiment un peu moins aujourd'hui parce que les gens ont besoin de changement. Et puis la carrière professionnelle fait que dans le cursus professionnel, si on veut évoluer, il y a la mobilité dans le cadre du travail, mobilité qui peut être interne ou externe. Alors quand se rajoutent à tout ça les facteurs de pathologie professionnelle ou de pathologie tout court ou d'accidents qui viennent impacter la santé au travail, c'est vrai que dans la tête du salarié se percute un certain nombre d'éléments qui font que cette personne peut vouloir ne pas réintégrer son poste de travail. D'autant plus qu'aujourd'hui, dans le cadre du travail, ce qui était marchand à l'époque, c'était la force physique. Mais évidemment, travail. Oui. Aujourd'hui, ce qui est marchand dans le cadre du économie travail... de plantation, c'était le travail des champs, etc., l'agriculture. Donc aujourd'hui, ce qui est marchand dans le cadre du travail, et qui a beaucoup changé, c'est la puissance intellectuelle de chacun. Donc la capacité à produire de l'intellect. Mais malheureusement, c'est aussi, dans le cadre du travail, quelque chose qui peut être nocif. Donc les gens peuvent se retrouver au travail en désinsertion professionnelle pour des raisons de maladie, mais aussi pour des raisons de maladies physiques ou psychiques, ou des raisons d'accidents du travail. Et dans ce cadre-là, donc il y a un certain nombre d'acteurs qui interviennent. On va parler tout à l'heure, et nous particulièrement au niveau de la sécurité sociale, la meilleure manière de prévenir la désinsertion professionnelle, c'est déjà de faire de la prévention des accidents qui peuvent avoir lieu au travail, donc les troubles musculo-squelettiques, prévenir les atteintes psychiques à la santé. Donc le chef d'entreprise doit déjà, avant, mener une vraie campagne de prévention au sein de son entreprise. Excusez-moi de vous interrompre un peu. Alors là, on a vu un cas particulier, mais dans le cadre, il y a plusieurs types d'accidents. Dans le cadre d'un professeur, par exemple, il peut être confronté à l'agressivité, etc. Est-ce que ce genre c'est pas des détails pour moi, d'aspect-là est pris en jeu, la pénibilité même du travail? Tout à fait. On travaille avec l'éducation nationale en ce sens-là. D'ailleurs, on a une réunion qui est prévue bientôt sur le sujet avec l'ensemble du corps éducatif, justement pour éviter cette désinsertion professionnelle dans le cadre de l'éducation nationale, mais aussi pour éviter, donc dans le cadre du secteur public, nous sommes tous confrontés à des risques professionnels, et ces risques professionnels, le risque routier, les problématiques de gestes répétitifs à un poste de travail, les mauvaises postures, etc. Et le chef d'entreprise doit mener des actions de prévention. Donc nous accompagnons avec les services de l'inspection du travail et les services de la CGSS ces entreprises-là. Mais il y a aussi
les atteintes que l'on a, les pathologies de la vie de tous les jours. Le cancer, les problèmes d'endométriose, par exemple, qui peuvent avoir aussi un impact sur le fait que le salarié puisse... Et puis, il y a aussi des gens qui font des activités extrêmes, donc qui, le week-end, vont faire du rider, des baroudeurs, qui ont un accident dans le cadre de leur plaisir, et qui ne pourront pas peut-être retrouver leur activité professionnelle. Et dans ce cadre aussi, la CJSS, avec un certain nombre de partenaires, nous faisons aussi de la prévention en matière de santé publique. C'est ce que j'expliquais au départ. Je vais interpeller justement le docteur. Dans le cas, par exemple, de burn-out, péter les plombs, tout le bagage, quel type, justement, d'intervention vous proposez? Alors, vraiment... C'est une activité qui arrive brusquement. Clac, boum, boum, burn-out, et on est marre, quoi, on a quitté le travail, là. La première chose dans ce type de situation-là, c'est la prise en charge médicale. Donc la personne, elle va être orientée vers son médecin traitant. La plupart du temps, elle va y aller spontanément. Mais si elle n'y est pas allée, elle va y être orientée. Si elle a besoin d'un arrêt de travail, elle va être positionnée en arrêt de travail. Elle va avoir des soins, éventuellement un traitement médical. La question qui va se poser dans la désinsertion professionnelle, c'est vraiment la compatibilité entre l'état de santé global et les contraintes du poste de travail. Dans un cas de... effectivement, les enseignants, par exemple, c'est dur maintenant, là. On peut se retrouver effectivement dans une situation où on a des difficultés à la reprise. Donc là, on va discuter de justement... En fait, on est dans une situation complexe. C'est ça la désinsertion professionnelle. Donc il y a tout un dispositif réglementaire qui est mis en place pour éviter qu'on se retrouve dans la situation où l'enseignant, par exemple, va être... Pète les plombs, quoi. Pète les plombs, se retrouve en arrêt de travail répété, prolongé, voire se retrouve inapte à son emploi. Ça peut être le cas, mais c'est pas une comment dire. Ça arrive assez souvent, quand même. Oui, mais il peut arriver que en fait, l'objectif, c'est de maintenir la personne en emploi, qu'elle soit au poste qu'elle occupait avant ou pas. Donc la prévention de la désinsertion professionnelle, c'est aussi anticiper les changements et potentiellement se diriger vers une reconversion, une formation. En fait, ça englobe plein de choses. Ça englobe rester à son poste de manière aménagée, changer de poste. Faire du distanciel éventuellement, non? Faire du distanciel, tout dépend du poste de travail, tout dépend des capacités de la personne, tout dépend de la latitude qu'on a pour aménager son poste ou pas. Et derrière, il faut vraiment ouvrir les gens à toutes les possibilités, à savoir qu'elles vont travailler longtemps, et leur faire accepter aussi le fait que des fois, eh bien, ça peut être exercer un autre métier. Mais nous, notre rôle, c'est de les accompagner. Oui, c'est difficile. Parce qu'elle a fait un choix au départ. Hein. Vous savez, lorsque vous êtes jeune, vous avez des ambitions, bien etc. sûr. Mais vous avez un plan. Mais ça, c'est valable pour tous les métiers. Là, vous citez le métier d'enseignant. C'est valable aussi pour les métiers avec des contraintes physiques fortes, comme les gens qui travaillent dans l'agriculture. Ces gens-là ne se seront jamais dit, moi, à 45 ans, j'aurai mal partout, au dos, aux épaules, aux coudes, aux poignets, et en fait, je ne pourrai plus faire mon métier. Et en fait, c'est ça aussi qui est difficile à accepter. Et le but de la démarche, c'est d'anticiper ça au maximum. Donc, c'est repérer le plus en amont possible. Et ça, c'est votre rôle, ça? C'est le rôle des services de santé au travail, de tous les acteurs, d'anticiper ça. Et c'est vrai que le point d'entrée, c'est le service de médecine du travail. Parce que c'est là où le salarié va se présenter, va donner les éléments relatifs à son état de santé. Et là, il y a une analyse qui va être faite. On va se dire, là, on va probablement vers un problème où on y est déjà. On espère ne pas y être déjà. Le but, c'est d'anticiper avant d'être dans les problèmes. Parce que là, on va solliciter des acteurs avec l'accord du salarié. On va dire, voilà, monsieur, madame, vu votre état de santé, on peut aller au-devant de difficultés de maintien à votre poste. Mais justement, docteur, vous savez que chaque cas individuel est un cas différent. Bien sûr. Donc vous avez à faire vu ce profil-là, et puis après vous retombez sur une personne qui a à peu près le même truc. Et la solution ne sera pas forcément la même. Mais c'est là que je voilà, c'est du cas par cas, ce sont des situations individuelles, et c'est une analyse vraiment pluridisciplinaire, où on va aussi prendre en compte ce que veut la personne, bien entendu. Il y a son état de santé, et puis il y a ce qu'elle se sent capable de faire. Et là, on va proposer différentes solutions. On va d'abord aussi ouvrir au maximum de possibilités. J'en profite pour introduire ça, puisque là, ce qu'on va faire, c'est mobiliser des dispositifs d'accompagnement particuliers. Voilà. Et donc, ces dispositifs d'accompagnement, il y en a qui sont ouverts à tout le monde, ce qu'on appelle le droit commun, et il y en a qui sont ouverts seulement aux personnes considérées comme des travailleurs handicapés. Et ça, j'en parle parce que c'est très important. La reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, c'est une démarche qui est faite par le travailleur avec son médecin traitant vers la MMPH, la Maison départementale des personnes handicapées, pour obtenir un statut RQTH, reconnaissance qualité de travailleur handicapé. Ce statut-là ouvre droit à beaucoup de dispositifs supplémentaires de maintien en emploi. Et ça, on essaie de le faire pour beaucoup de gens.
Et ça aussi, c'est pas forcément simple parce qu'il faut faire accepter l'idée aux gens de faire cette démarche-là. Et quand on leur dit handicapé, ah non, mais docteur, je ne suis pas handicapé. Là, les gens, vous avez leur famille aussi derrière. Hein. Mais oui, mais en fait, on leur explique, on dédramatise. Global, ouais. En fait, handicapé, il y a plein de dispositifs qui existent. La RQTH, c'est un dispositif d'un MDPH. On peut avoir une phalange en moins et avoir une RQTH. On peut être en fauteuil roulant et avoir une RQTH. Mais tout ça, ça va ouvrir droit au même dispositif. Voilà. Donc le but, c'est si c'est indiqué de faire la démarche pour ouvrir un maximum le champ des possibilités de maintien d'emploi. Alors justement, là, on va se retourner maintenant vers M. Julien Jacques, qui est ingénieur. Alors lui, il fait le constat, c'est le technicien. Et vous, les moyens, vous êtes un peu l'administratif, je veux dire. Oui, oui. C'est d'autant plus important pour la sécurité sociale de pouvoir maîtriser cette désinsertion professionnelle et pouvoir être en maîtrise du maintien en emploi des personnes actives. Pourquoi? Parce qu'on est dans une population vieillissante. Donc les actifs qui sont là, il faut qu'ils restent en emploi. Et c'est là que c'est important. Alors pour ça, nous mobilisons bien sûr un certain nombre d'acteurs avec les services d'inspection du travail. Il y a d'abord tout le corps médical. Donc le docteur Anoum a précisé médecin de travail. Mais le médecin traitant est important sur le sujet. Médecin traitant, médecin de travail, et puis il y a le médecin conseil, le médecin conseil de l'assurance maladie qui, lui, va statuer sur toute la partie capacité du travailleur et qui va assurer un certain nombre de visites pour s'assurer que ce travailleur puisse être en capacité d'être au travail. Et c'est lui qui va statuer dessus. Et puis il y a un ensemble de partenaires autour du sujet, indépendamment du corps médical. Donc, dans les partenaires, vous avez le Cap Emploi. Cap Emploi qui est un acteur important parce que c'est lui qui va analyser en entreprise la situation d'une personne qui présente un handicap ou une situation invalidante au travail. Donc, il viendra analyser cette situation et proposer des solutions à l'employeur. Vous avez l'AGFIP qui est le financeur du sujet, donc qui va prendre en compte un certain nombre d'informations en termes de financement et pouvoir être un accompagnateur financier auprès de l'entreprise, avec un certain nombre de conditions particulières qui ont déjà été évoquées, mais si vous voulez, on va retourner dessus. Et puis la MDPH est un acteur prioritaire, parce que c'est lui qui reconnaît la situation du travailleur handicapé. Et puis autour de tout ça, et je termine là, vous avez deux grosses institutions, qui sont la DETS, donc la DETS qui a une veille particulière sur ce maintien du handicap, donc qui coordonne en Martinique. Explique-moi, c'est un petit peu DEST. La DETS, alors c'est Direction de l'économie, emploi, travail et solidarité. Ouais. Si vous voulez, il y a plusieurs pôles à la DETS qui relèvent de ministères différents. C'est un regroupement d'administrations. Et donc, moi, je fais partie du pôle travail, donc sur toute la politique travail qui est développée sur le territoire. Voilà. Voilà. Et la sécurité sociale, donc la DES qui coordonne tout ça au niveau de plan coordonné au niveau régional, et puis la sécurité sociale qui, lui, donc l'assurance maladie, où on retrouve deux entités particulièrement, donc la CGSS de la Martinique, avec son action sociale, parce que l'action sociale est au sein des acteurs en vie victime, qui va les consulter, les voir à leur domicile, qui va constater de la problématique, donc une problématique de pathologie, une problématique de retour à l'emploi qui est nécessaire par rapport à des enjeux financiers, parce que tout ça, ça a des impacts dans la famille, etc. Donc, qui viendront et qui vont parler de l'état de cette personne, aussi bien au niveau santé et socialement, et qui vont pouvoir échanger avec l'ensemble de ses partenaires dans le cadre d'une cellule qu'on appelle, il y a une cellule qui est mise en place et qui permet d'échanger avec l'ensemble de ces acteurs. Il y a aussi toute la partie financière, donc qui est essentiellement au niveau de l'assurance maladie, donc la direction régionale du service médical, qui se trouve à Montgroville-5, qui, elle, va pouvoir statuer sur les situations de désinsertion professionnelle et donner un certain nombre d'accès aux droits dans le cadre des actions qui sont mises en place. Alors justement, je voulais rester avec... Donc là maintenant, vous êtes venu nous voir, etc. Vous êtes aux phases d'information. Là. Oui. Qu'est-ce que vous organisez prochainement? Il y a des actions qui seront menées. Ça commence quand? C'est à partir là? Oui. Tout à fait. En fait, il y a une obligation réglementaire, je vous parlais du Code du travail tout à l'heure, de créer au sein de chaque service de médecine du travail une cellule dédiée à la prévention de la désinsertion professionnelle. Ces cellules, elles ont été créées en 2023 via une convention qu'on a signée entre la DETS, la CGSS et chacun de ces services-là. Donc, chaque service a créé une cellule en interne, mais travaille aussi ensemble sous forme d'une cellule territoriale. Donc, cette cellule, elle est opérationnelle. Notre but, effectivement, c'est de venir informer la population, les travailleurs, les employeurs sur l'existence de cette cellule-là, de son rôle, et qu'en fait, surtout, c'est des messages importants que moi je veux passer. Le point d'entrée, c'est le service de médecine du travail. Le service de médecine du travail va
mettre en musique tous les acteurs du maintien en emploi. Mais donc le point d'entrée, c'est la visite auprès du médecin du travail. J'insiste. Et donc là, il faut vraiment que les gens comprennent qu'à tout moment, ils ont le droit de demander une visite auprès du médecin du travail. Ça, c'est très important. Qu'il soit en arrêt de travail ou pas. Donc il y a des visites obligatoires que l'employeur est obligé d'organiser. La visite d'embauche, les visites périodiques. Mais à tout moment, le salarié peut demander une visite. Donc, c'est important parce qu'il est acteur de sa santé. Aujourd'hui, on n'est plus dans une médecine paternaliste, on est dans une médecine participative où chacun est acteur de sa santé. Donc, les gens doivent prendre conscience qu'ils ont cette porte d'entrée-là et ça ne va pas coûter plus cher à l'employeur parce qu'on est sur une cotisation per capita, par tête. Donc, l'employeur, il a 1000 salariés, il va payer 1000 fois le tarif par salarié. Que la personne soit vue 10 fois ou 20 fois dans l'année, c'est la même chose. Ça aussi, il faut que les employeurs en aient conscience. Ils ne payent pas plus cher. On ne paye pas à la consultation en médecine du travail. C'est une cotisation annuelle. Voilà. Donc, les salariés peuvent et doivent, on leur recommande fortement, d'aller voir le médecin du travail, en particulier s'ils sont en arrêt de travail. Encore plus là, puisque tous les dispositifs dont on a parlé vont mettre du temps à être déployés. Il y a des formalités administratives, il faut trouver le ou les bons dispositifs, il faut se réunir, il faut discuter. Tout ça, ça met des semaines, voire des mois. Donc si les gens viennent voir le médecin du travail au moment où ils ont reçu un coup de fil de la sécurité sociale qui leur dit que leurs indemnités journalières d'arrêt de travail vont s'arrêter, parce que c'est quand même ça la réalité, souvent, et que dans 2 semaines, ils doivent reprendre le travail, vous voyez la latitude que ça laisse pour trouver des solutions, il n'y en a pas beaucoup. Donc il faut qu'ils anticipent aussi, et ils demandent une visite auquel ils ont droit. Et là, pendant leur arrêt de travail, ils vont venir voir le médecin et ils vont lui expliquer, voilà, j'ai été arrêté pour telle raison. Parce que oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le médecin du travail n'est pas destinataire des arrêts de travail. Il ne sait pas quand les gens sont en arrêt de travail, ni pour quelle raison. Lui, il n'a pas cette information-là. Le médecin traitant, là, puisque c'est lui souvent qui a prescrit l'arrêt de travail. La sécurité sociale, là, parce qu'il y a le médecin conseil qui va faire une veille sur les gens qui sont en arrêt de travail. Mais le médecin de travail, lui, ne sait pas. Donc, il serait bien également que les intéressés préparent déjà un dossier lorsqu'ils arrivent devant vous. C'est l'idéal. C'est vrai que souvent, ils arrivent les mains vides. Oui, alors, en correspondance de ce que disait le docteur Anouma, donc l'ensemble des acteurs, nous avons prévu une rencontre, donc jeudi, à 8h30 à l'Institut martiniquais du sport, donc l'IMS qui se trouve juste avant Montgovulsin. Nous attendons particulièrement les personnes qui seraient dans ce cas-là. Nous attendons aussi les organisations syndicales, donc représentants du personnel, qui puissent être informés et parler de ça aux salariés. Nous attendons surtout et particulièrement les employeurs et particulièrement dans les plus grosses entreprises, les responsables de ressources humaines, pour qu'ils soient au courant des dispositifs, parce qu'aujourd'hui, nous avons une cellule qui fonctionne avec l'ensemble des partenaires, que ce soit des partenaires financiers, les partenaires en termes d'analyse, les partenaires en matière médicale. Cette cellule fonctionne, nous analysons les choses au cas par cas, mais encore faut-il que... Alors c'est vrai qu'on a des signalements de situation parce que ça coûte cher à la sécurité sociale, donc nous avons des situations de signalement, mais toutefois, une victime peut nous solliciter, ou un employeur peut nous solliciter directement, c'est de solliciter la cellule, par le biais du médecin de travail particulièrement, pour qu'on puisse donc accompagner. Et on veut présenter, donc on a préparé, le docteur Anouma a préparé un excellent jeu de rôle. Oui. Donc il faut qu'il puisse, c'est peut-être pas théâtralisé, mais au moins les gens pourront être immergés dans les situations qu'ils vivent et trouver des solutions concrètes au cas par cas par rapport à leurs solutions. Donc 8h30 à l'Institut martiniquais, c'est quel jour? Samedi? C'est jeudi. Jeudi prochain? 8h30, ce jeudi-là, le 6, je crois. 5, je crois. Le 5, le 5, jeudi 5. Et justement, on a parlé, alors là, est-ce que vous aurez des témoins? Enfin, les gens peuvent parler aussi, ils ont la parole. Bien sûr. La parole sera ouverte. Les parents peuvent témoigner, etc. C'est le but. Les aides. En fait, il y a un fil conducteur où, en fait, l'idée, c'est d'illustrer les choses à travers des cas pratiques. Il y a des tables rondes avec des spécialistes du sujet. Des spécialistes qui sont là. Voilà, qui sont là pour expliquer ce qu'ils font, ce qui existe. Bien sûr, on ne peut pas être exhaustif, mais le but, c'est aussi d'échanger avec la salle, que les gens posent les questions librement. Voilà, le but, c'est vraiment d'informer. Donc, on va répéter le rendez-vous, 8h30 à l'Institut martiniquais du sport, près de Montgovulsin, etc. Oui, jeudi. Oui. Alors, si je peux donner un petit témoignage, simplement, je connais un jeune qui était dans la rue, par exemple, qui consommait, et qui, grâce à ce dispositif d'accompagnement, qui est en situation de handicap parce qu'il avait un accident de moto, et qui, grâce à ce dispositif, a pu intégrer une grosse entreprise de Lille. On a aménagé son véhicule
pour lui, parce qu'il avait une difficulté particulière, et aujourd'hui, il exerce son activité professionnelle. Et donc, c'est un jeune qui est sorti de cette situation de précarité et qui aujourd'hui a un foyer, a sa maison, sa famille, etc. Et c'est ce qu'on recherche dans notre territoire. Donc, c'est un levier. Ouais. Pour sortir Mesdames et messieurs, vous avez compris que c'est très, très, très important. Donc, 8h30, jeudi 6, c'est ça 5, oui, excusez-moi, à l'Institut martiniquais du sport, vous apprendrez pas mal de choses. À très bientôt sur Zouk TV. Merci.